Bienvenue à tous à cette nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019 où j'ai le plaisir de recevoir le deuxième groupe MR avec Clémentine Barzin, 8e à la région, Valérie Gattini, première suppléante à l'Europe et Jérémy Van Gorp, 8e à la Chambre. Bonjour. Bonjour. Alors je vais tout d'abord me tourner vers Clémentine pour lui demander ses engagements, pourquoi vous vous présentez à la région et quelles sont vos priorités principales dans cette campagne. Alors si je peux juste raconter une petite histoire, parce que j'aime beaucoup le faire. En fait, on m'a posé récemment la question et j'ai eu l'occasion de développer un peu le pourquoi. En fait, quand j'étais en 6e primaire, on était sensibilisés à l'apartheid avec mon institutrice. Et on avait même écrit une lettre à l'époque au président d'Afrique du Sud, Peter Botha. Et ça a vraiment forgé chez moi ces valeurs de liberté et aussi d'égalité. Et c'est pour ça que je m'engage pour le libéralisme. C'est cette capacité pour chacun de se développer au meilleur de lui-même, aller au plus loin de ses talents avec son effort et puis ses libres choix. Et ça se base sur l'égalité des chances. C'est tout l'intérêt de l'enseignement. Et si je m'engage aujourd'hui, c'est évidemment à la région parce qu'il y a des problèmes cruciaux, que ce soit en formation, que ce soit en mobilité par exemple. Aussi la présence et le départ des classes moyennes, des entreprises, comme aujourd'hui on maintient ces publics-là en région bruxelloise, mais c'est aussi pour l'enseignement. Et c'est vraiment pour moi une priorité que je pourrais peut-être expliquer un peu plus tard dans l'interview. Avec plaisir. Valérie Gattini, première suppléante à l'Europe. Vos engagements, pourquoi l'Europe, pourquoi une candidature et quelles sont peut-être vos priorités principales pour l'Europe pour la prochaine législature. Alors moi je ne suis pas une politicienne professionnelle, donc c'est la première fois que je me présente aux élections européennes. Je travaille au cabinet du président du Parlement européen et j'avais souhaité prendre un congé de 4 mois pour parler d'Europe. Pourquoi ? Parce que j'entends énormément d'amis dire qu'ils sont déçus par l'Union européenne, parce qu'on n'arrive pas à décider. On n'arrive pas à décider en matière migratoire, on n'arrive pas à décider en matière sociale, on n'arrive pas à décider en matière fiscale. Et donc j'entends mes amis extrêmement déçus et j'entends plusieurs dire qu'il faut, finalement c'est un projet dépassé, un peu comme dans les années 30 quand on parlait de la démocratie comme d'un projet dépassé, old fashion. Et donc ça m'a fait très peur et je me suis dit il ne faut surtout pas casser l'outil mais il faut le réformer. Alors oui c'est vrai, l'Europe elle ne fonctionne pas comme elle devrait. On n'arrive pas à décider et on passe de sommet européen en sommet européen à reporter les dossiers difficiles. Et donc moi je pense qu'il faut oser décider. La recette de l'unanimité à 28, eh ben, c'est une recette de l'échec et de l'inertie. Et donc je pense vraiment qu'on a besoin de nouveaux leaders, comme Charles Michel, comme Emmanuel Macron, comme Margrethe Vestager, des personnes qui vont casser l'alliance qui existe pour l'instant au Parlement européen entre les socialistes et les chrétiens démocrates, qui depuis 30 ans conduit à cette inertie. Et donc je pense qu'on a besoin vraiment d'une nouvelle dynamique et je voulais m'inscrire dedans. Merci beaucoup. Jérémy Van Gorp, alors votre histoire. Alors mon histoire, en gros je ne suis pas né dans une famille politique, on n'avait pas des débats à table sur les grands enjeux de la société, au contraire. Par contre, et c'est marrant parce qu'en fait je rejoins un peu Clémentine dans ce sens-là, j'ai eu la chance d'aller vivre en Afrique du Sud quand j'étais jeune. Et là j'ai été confronté à la pauvreté la plus dure, une réalité qui, quand on est enfant, on n'imaginait même pas que c'était possible. Et là, ça a nourri chez moi cette envie de porter un projet, de porter le changement, etc. Mais pas du tout dans le cadre politique, puisque quand je suis revenu en Belgique, je me suis surtout investi dans le milieu associatif, notamment également par rapport à l'Union européenne, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment à ce niveau-là qu'il y avait une capacité de changer les choses, qu'il y avait vraiment la force de changer la société d'une manière pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Et j'avais un peu l'impression, cette image, que la politique c'était... comment vais-je dire, si je reprends les mots que j'ai entendus tellement souvent et qu'on entend tellement souvent sur le terrain, mais qui est tellement faux, c'est de dire c'est ce grand bidule mais qui ne sert pas à grand chose, on n'y comprend rien et ce sont tous les mêmes. Et là je prends les clichés qu'on entend, que j'avais un peu à la base, et en fait c'est quand je me suis vraiment investi dans la construction, dans le projet européen, que je me suis rendu compte que si on voulait vraiment porter un projet pour changer les choses, pour améliorer le bien-être des gens, il passe par l'Union européenne, mais pas du tout que par l'Union européenne. Et là, j'ai fait des rencontres, notamment celle de Louis Michel, et c'est comme ça que je me suis engagé
D'abord au niveau local, donc à Oderghem l'année dernière, j'ai reconstruit la section du MR, j'étais tête de liste aux élections locales, et maintenant j'ai décidé d'aller un pas plus loin et de me présenter à la Chambre. Et comme ça, j'aurais fait le niveau européen, j'aurais fait le niveau local, et maintenant je pensais que le niveau national était le bon choix. C'est le but d'ailleurs de cette émission, de vous avoir réunis aux différents niveaux de gouvernance, justement parce que ça se complète, on est un peu dans une Belgique un peu millefeuille institutionnelle et une Europe encore plus millefeuille. Donc c'est très bien, merci d'être tous là. Donc je vois que l'enseignement est une de vos priorités. C'est vrai que sur le programme du MR, on parle de l'apprentissage des 3 langues, de pousser à l'immersion. Est-ce que vous pouvez peut-être nous apporter un peu plus votre vision, comment reconstruire un peu cette éducation? On voit qu'il y a certains quartiers où c'est moins bien, que le décret inscription, les résultats sont très mitigés. Maintenant, il y a le tronc commun où il y a eu pas mal d'opposition aussi là-dedans. Alors, si vous pouvez un peu nous éclairer, Clémentine Barzin. Bien sûr. Donc, nous voulons absolument restaurer la liberté de choix des parents. C'est pour ça qu'on veut supprimer le décret inscription, un décret qui en fait a rendu tellement difficile l'accès aux écoles du choix des parents pour certains enfants, mais qui en plus est passé à côté de son ambition de réelle mixité, puisque avec des critères qui soient territoriaux, géographiques ou socio-économiques, eh bien on a renforcé une certaine concentration, et donc on est passé à côté de ces échanges, de cette mixité qu'on aurait voulu. Alors ce que nous voulons, c'est vraiment la qualité de toutes les écoles. Alors moi, je verrai le pacte d'excellence et ses effets, bien entendu. Nous sommes mitigés sur la question du tronc commun, parce que nous pensons qu'aller jusqu'à 15 ans, c'est peut-être faire perdre du temps à certains élèves qui pourraient tout de suite se spécialiser dans un métier de la main, parce qu'il y a une réelle valeur aussi dans ces métiers de la main. Mais nous voulons la qualité de toutes les écoles. Et pour ce faire, moi, je vais effectivement insister sur 2 aspects. C'est d'une part la question de l'immersion. Dans un document que nous avons réalisé notamment avec Jérémy, où on a eu une vision à 2030, eh bien, on pousse un peu une idée que la SBL Teach for Belgium a déjà mise en place depuis 2013, et qui est la capacité pour des professionnels, des extérieurs aux écoles, à venir prester quelques heures dans des branches en pénurie, qu'elles soient les maths, les sciences, mais en plus, ces professionnels viennent des 2 communautés, et dès lors, ils favorisent l'immersion, et donc dès lors, on accentue la connaissance des 2 langues nationales pour les élèves, ce qui est un atout fondamental. Un deuxième axe qui me tient à cœur et qui est fondamental, c'est la généralisation du numérique dans les apprentissages. Ça se passe déjà au Canada aujourd'hui, avec des modules très simples en mathématiques, en lecture. On peut, sur une tablette, sur un PC, favoriser l'apprentissage plus individualisé des élèves, et donc quand on réussit un exercice, on va plus loin et on va plus vite quand on va un peu plus vite, et quand on ne le réussit pas, eh bien on le recommence, et c'est aussi personnalisé. Et dès lors, on favorise l'apprentissage le plus adéquat pour chacun des élèves. Voilà, ce sont des choses qu'on peut mettre en place aussi peut-être un peu plus facilement, parce qu'aujourd'hui, l'impératif, c'est vraiment la formation et les capacités de tous les jeunes bruxellois. Alors on parle aussi de la revalorisation des professeurs au niveau du corps professoral. Quelles seraient vos mesures importantes à prendre? Mais nous, c'est vrai que nous voulons aussi réviser le décret de titres et fonctions, qui effectivement a fait de la pénurie dans certaines écoles. Donc c'est un gros problème. Et c'est vrai qu'il faut valoriser le statut des professeurs. Je pense que nous avons aussi quelques idées qu'on a mis en œuvre dans ce petit document qui font appel au numérique, et par exemple à travers des plateformes d'échange d'idées, de bonnes pratiques entre professeurs, on peut aussi valoriser dans l'exercice de la fonction ce magnifique métier qui est celui d'être professeur. Merci. L'éducation, la Commission européenne avait parlé il n'y a pas si longtemps que 68% des enfants qui naissaient aujourd'hui aller faire un métier qui n'existe pas encore. Oui, comment absolument. l'Europe se prépare et aiderait les régions comme Bruxelles ou les pays comme la Belgique? Mais tout d'abord, un constat, l'enseignement, l'éducation, c'est une compétence des États membres. Maintenant, l'Union européenne peut fixer un cap, et je pense que les États membres, ils ont une fenêtre temporelle extrêmement limitée pour mettre en place vraiment un cadre pour la formation continue des jeunes, parce que, comme tu l'as dit, en effet, une grande partie des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui, et donc
c'est très difficile de préparer les jeunes à de nouvelles compétences. Probablement des compétences qui leur seront le plus utiles sont des compétences que les robots ou les machines ne pourront pas faire. Donc on parle ici de compétences comme les capacités relationnelles, l'autonomie, la créativité. Et donc on pense qu'il faut certainement des compétences techniques et donc encourager les jeunes dans les filières technico-scientifiques, mais également préparer les jeunes à une série de nouvelles compétences aussi en matière linguistique. Et donc là, je pense que l'Union européenne peut utiliser sa carte maîtresse qui est le programme Erasmus, qui permet d'envoyer des jeunes faire un échange dans un autre État membre. Alors nous, une de nos priorités, c'est le triplement du budget pour le programme Erasmus et également son élargissement de façon à ce qu'il ne serve pas uniquement aux jeunes universitaires, mais qu'il puisse aussi être utilisé pour les jeunes qui font une formation professionnelle, l'Erasmus de toute une série de métiers techniques, et peut-être aussi un Erasmus, pourquoi pas des enseignants, de façon à pouvoir vraiment créer un esprit européen. Alors un dernier aspect, ce serait aussi d'encourager les États membres à mettre beaucoup plus l'accent sur les liens entre le monde de la formation et le monde du travail. Et là, on se rend compte qu'il faut beaucoup plus encourager les stages en entreprise durant la formation, sur le modèle, par exemple, de ce qu'on fait en Allemagne. Le fédéral n'ayant pas la compétence sur l'éducation, mais par contre sur la formation et surtout les jobs, notre Premier ministre a été un peu caricaturé avec sa fameuse phrase « job, 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 job ». Pour la prochaine législature, comment vous voyez le bilan un peu de cette politique forte pour l'emploi? Comment voyez-vous la suite si vous êtes de nouveau aux commandes? Oui, donc, alors, je sais que le gouvernement MR, comme certains s'amusent à l'appeler, MR-NVA, a été très fort diabolisé. On a caricaturé cette phrase « job, job, job ». Je me permets juste de rappeler qu'il y a 5 ans, quand on faisait campagne, le thème principal, c'était à l'époque pas l'écologie, c'était le chômage, et c'était le manque d'investissement. J'ai l'impression que les gens ont oublié ça. Et maintenant, quand on regarde le bilan, en 5 ans, on a répondu aux préoccupations des gens d'il y a 5 ans. Donc l'engagement qu'on a eu à favoriser le développement économique, à favoriser l'emploi, sortir de cette crise économique et de ce pessimisme qu'il y avait encore il y a 5 ans autour de est-ce qu'on va sortir de la crise économique, est-ce qu'on n'en paye pas toujours les conséquences, etc. C'est un fait. Le gouvernement actuel a permis donc de répondre à ces inquiétudes. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà un peu oublié ça, parce que ce sont quand même, alors on parle de 230 000 emplois qui ont été créés, mais moi ce qui m'intéresse surtout, ce sont les mesures qui ont été prises pour justement favoriser la création de richesses, et par exemple de dire qu'un indépendant, et c'est ce que le gouvernement fait, hein, un indépendant qui veut se développer, qui a un projet, il veut pouvoir embaucher, et ben maintenant il ne paiera 0 cotisation sur son premier contrat donc qu'il fait. Mais ça a permis d'embaucher. Mais surtout, ça a permis à énormément d'indépendants, de gens qui ont des idées, qui ont des projets, à aller plus loin et de pouvoir les développer. Mais c'est essentiel. Et donc, vous me demandez qu'est-ce qu'on compte faire par la suite à ce niveau-là. Mais on va continuer. Enfin, nous, ce qu'on propose, c'est de continuer ce qu'on a déjà commencé. Et donc, par exemple, de dire, ce n'est pas que le premier emploi où on ne paye pas de cotisation. Ce seraient les 3 premiers emplois pour justement continuer dans ce sens-là. Parce que alors, je sais qu'on s'amuse avec des batailles de chiffres dans la presse, c'est très beau, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment est-ce qu'au niveau fédéral, on arrive à structurer l'économie, quelles sont les règles, quels sont les endroits qu'on arrive à libérer pour que justement, quand vous avez un projet et que vous voulez le réaliser, eh ben, ce soit facilité. Et pour moi, ça, c'est le plus grand succès du gouvernement. Ça a été complètement diabolisé, mais on a complètement oublié d'où on sortait il y a encore 5 ans. Et donc au niveau des jobs, vous avez eu un très beau résultat. Vos opposants vont vous répliquer « Ah oui, mais beaucoup, on a été très dur avec les chômeurs et donc beaucoup ont été relégués au CPAS ». C'est un peu le discours de vos opposants. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Non, je ne crois pas qu'on a été très dur avec les chômeurs et qu'on en a mis énormément au CPAS. La seule chose qu'on a fait, c'est de dire
mais ça vaut de manière générale, et toute la diabolisation du gouvernement est autour de ça, c'est quoi? C'est d'essayer de restructurer le système pour qu'il soit durable. Et au niveau, par exemple, des chômeurs, c'est vrai qu'on a renforcé, par exemple, les contrôles pour voir là où il y avait la fraude, mais surtout, la priorité du MR, et en tant que libéral, je crois que c'est du bon sens, c'est de dire qu'il doit avoir un incitant à aller travailler. Et donc, toutes nos réformes sont faites pour que, lorsque vous vous retrouvez au chômage, moi je ne suis pas en train de dire que se retrouver au chômage c'est mal et qu'on va vous diaboliser, pas du tout, enfin, ça arrive à tout le monde. Et le système doit faire en sorte que ça devienne une espèce de catapulte, mais surtout pas de se retrouver dans un système où vous êtes coincé dans le chômage, parce qu'en fin de compte, c'est tout aussi intéressant, je caricature, mais c'est tout aussi intéressant pécuniairement en tout cas, de rester au chômage plutôt que de travailler. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est par exemple diminuer les taxes sur les impôts sur les bas salaires pour que justement il y ait, si vous travaillez, vous avez un gain de pouvoir d'achat. Donc je sais qu'on nous diabolise en disant qu'on n'aime pas les chômeurs, etc. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est justement donner les outils à chacun et à chacune pour sortir de la spirale du chômage et de pouvoir justement se développer dans la vie avec notamment son emploi. Et la notion de travailler, pour moi, pour les libéraux, elle est excessivement importante. Mais on ne diabolise pas et on ne dit pas aux gens « Ah, vous êtes chômeur, eh ben, on va vous sanctionner et maintenant vous irez au CPS ». Ça fait partie de la diabolisation qu'on a vécue ces 5 dernières années parce que les partis de gauche étaient assez frustrés parce qu'ils ne se retrouvaient plus au gouvernement fédéral. Alors Clémentine Barzin, vous avez été co-auteur d'une vision de Bruxelles en 2030. Avec Jérémy. Avec Jérémy. et encore d'autres candidats. Dans cette vision de Bruxelles 2030, comment sera la mobilité? Parce que ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs, parce que ça devient de plus en plus difficile de circuler dans Bruxelles. Cette législation a été quand même assez catastrophique et marquée par beaucoup d'événements, les tunnels, puis le piétonnier qui est arrivé en même temps, puis la longueur dans le piétonnier. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer comment on peut un peu changer tout ça pour faciliter la vie des Bruxellois et le déplacement de ces derniers? Donc la mobilité est vraiment un enjeu crucial en région bruxelloise et ça n'aura échappé à personne. Il se fait que ce sont 3700 entreprises qui ont encore quitté la région bruxelloise en 2017 par exemple. En raison majeure, tous les observateurs le disent dans le monde entrepreneurial, de la mobilité. Voilà. Donc il faut absolument trouver une réponse pour l'accès à Bruxelles. Alors nous, on n'a pas de vision dogmatique au MR concernant la mobilité et on a une vision équilibrée. Ça veut dire qu'on veut absolument baisser la pression automobile en région bruxelloise parce qu'il y a une exigence de qualité de vie et tout le monde aussi souhaite que l'air soit plus pur. On a une grande exigence à ce niveau-là. Mais pour autant, on veut inciter les Bruxellois à choisir d'autres modes. On ne veut pas les forcer, on ne veut pas les contraindre. Et pour ça, il faut que l'offre d'autres transports soit efficace. C'est pourquoi nous misons énormément, par exemple, sur le métro. Et Écolo, par exemple, se refuse aujourd'hui à prendre position, en général il refuse, mais il n'ose pas l'avouer, sur l'extension du métro. Nous, on a déjà mis des budgets, notamment avec Belleris et Didier Renders, pour l'extension vers le métro nord, vers Bordet. Des études sont en cours également vers le sud, avec Albert, Forêt et Uccle. Pour nous, c'est vraiment, en termes de capacité, la meilleure solution en région bruxelloise pour le transport. Et en plus, ça permet vraiment un report parce qu'on est sûr, c'est un transport sûr. Et donc, les automobilistes peuvent à un moment choisir le métro. Alors dans la perspective à 2030, ce métro est en plus automatisé parce que ça se fait déjà dans de grandes villes. Nous voulons également favoriser la mobilité douce, encadrer aussi parce que c'est vrai que les trottinettes électriques aujourd'hui suscitent quand même parfois certains questionnements. Moi-même, je suis cycliste au quotidien, donc je souhaite que les pistes cyclables... À Paris, ils viennent de signer une charte de bonne conduite avec les opérateurs de trottinettes. Ce serait quelque chose à envisager à Bruxelles? Absolument, absolument, parce que je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de voir ce nouveau mode éclore. Après, c'est vrai qu'il faut un peu l'encadrer parce que les piétons sont aussi très importants en région bruxelloise. C'est aussi un mode de déplacement extrêmement usuel chez nous à Bruxelles et donc il faut respecter les piétons. Et donc les trottoirs doivent être un peu organisés. Et je pense qu'une telle idée, une charte serait très intéressante en effet. Alors, tout ce qui est mobilité, emploi, on revient aussi, vous avez parlé d'écolo, parlons d'environnement, puisque nos jeunes ont parlé qu'ils ne se mobilisaient pas du tout pour la politique, sont
tous les jeudis dehors. Si vous les aviez en face de vous, Valérie Gallini, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, d'abord, je leur dirais qu'ils ont raison, parce que le changement climatique, c'est un fait. Alors ils sont accusés d'être contradictoires, d'avoir à la fois un smartphone et de vouloir lutter efficacement contre le changement climatique. Moi aussi je suis contradictoire, j'ai moi aussi un iPhone et moi aussi je veux partir en week-end dans une capitale étrangère. Je pense simplement que la contradiction, elle doit être réglée au niveau politique, elle doit être dépassée avec la fixation d'un cap. Alors nous, ce qu'on prône au niveau européen, eh bien, c'est un véritable Green Deal, donc une concentration des moyens européens de façon à pouvoir soutenir nos chercheurs, nos start-up, nos entreprises. Alors ça passe par une flexibilité dans les règles budgétaires et donc on demande à la Commission européenne une certaine bienveillance lorsque nous sommes confrontés à un défi aussi important que celui de la transition énergétique. Donc cela fait du sens que les règles soient véritablement au service d'un défi de cette ampleur, de façon à pouvoir financer tous les projets extrêmement innovants et donc extrêmement fragiles dans une première phase. Et donc on peut très bien imaginer de mettre l'ensemble des liquidités qui sont disponibles pour l'instant au service de la transition énergétique, par exemple en utilisant les fonds disponibles à la Banque européenne d'investissement pour octroyer aux États membres des prêts à taux zéro pour financer l'innovation technologique. Donc nous faisons le pari que notre mode de vie actuel, nous pouvons le poursuivre à condition d'investir massivement dans l'innovation et c'est une véritable opportunité également pour la création d'emplois. Donc l'Europe est pour le moment le meilleur élève au niveau mondial de l'environnement. Ça, c'est des propositions donc intra-européennes. Qu'est-ce que vous proposerez au monde quand on continuera à discuter les accords de Paris et les différentes COP? Maintenant, on est à 23, je crois. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf et il faut aussi pouvoir imposer aux autres nos standards environnementaux, par exemple en imposant une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sur les produits issus de pays qui ne respectent pas les accords de Paris. En interne également, il faut mettre fin, je pense, aux subventions européennes pour les usines à charbon. Également au niveau des accords de libre-échange, je pense que nous devons vraiment utiliser la puissance de notre marché unique avec 500 millions de consommateurs tout de même, pour imposer aux pays tiers qui souhaitent devenir de véritables partenaires commerciaux le respect de nos standards environnementaux. Alors, Jérémy Van Gorp, au niveau fédéral, l'environnement, il se décline comme on a essayé de faire une loi, la loi climat. Il y a eu beaucoup de houle. Je pense qu'elle n'est finalement pas passée, mais corrigez-moi si c'est faux. Et comment allons-nous avancer? Est-ce que nos lois doivent être préparées par des experts ou peut-être un peu élargies à la population? Alors, je crois qu'il faut peut-être revenir, si je peux me permettre, sur une chose, c'est qui crée réellement le changement. Parce que, et honnêtement, moi je suis, comme Valérie a dit, je veux dire, ils ont raison, les jeunes qui manifestent, etc. Il faut du changement, mais il faut aussi bien comprendre d'où vient ce changement. Et je vais prendre un exemple qui vient d'ailleurs du niveau européen. Ça montre, comme Valérie a dit, la force de changement que le pouvoir européen a, mais c'est cette directive donc, pour bannir le plastique à usage unique. C'est-à-dire que maintenant, les bouteilles en plastique, par exemple, seront tout simplement interdites. Comment est-ce que ça se fait que le politique, dont Frédérique Ries d'ailleurs était la négociatrice pour le Parlement européen, on a réussi à faire ça? C'est parce que d'abord, il existait des alternatives. Et donc ça veut dire quoi? Le changement, il vient d'où? Il vient, et c'est la grande différence avec les partis de gauche, c'est, nous on estime que le changement, il vient d'abord des chercheurs, des indépendants, de tous ceux qui ont des projets, créateurs de start-up, PME. C'est eux qui doivent d'abord trouver des solutions pratiques pour pouvoir, après que nous, on prenne le relais, et par exemple, interdire tout simplement le plastique à usage unique, parce que d'autres solutions existent. Mais c'est pas, le politique ne peut en aucun cas commencer à inventer les solutions. Je veux dire, il faut maintenant que chacun garde sa spécialité. Après, c'est pas pour ça que maintenant, le politique ne doit rien faire. Mais sachant que le changement vient d'abord des chercheurs, des indépendants, des créateurs de start-up et de PME, c'est eux qu'il faut aider. Donc,
c'est pour ça que nous, on veut mettre en place ce grand plan d'investissement stratégique pour justement faciliter l'accès au financement. D'ailleurs, l'Union européenne aussi, ça a été dit, il y a énormément de budget au niveau européen pour essayer de soutenir tous ces gens, toutes ces entreprises, tous ces indépendants qui ont des idées, qui rêvent d'une autre manière de faire, et il faut les soutenir pour justement essayer d'arriver à trouver d'autres solutions. Et puis le politique lui suivra en redirigeant, si vous voulez, de ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé, pour chaque fois avoir les solutions les plus propres. Donc il y a ça. Il y a par exemple aussi, on veut soutenir les entreprises avec ce tax shelter, c'est-à-dire qu'il va falloir que chaque entreprise revoie aussi sa manière de produire, sa manière de concevoir les produits, pour qu'ils soient le plus éco-responsables possible. Mais donc, de nouveau, ça nécessitera des investissements par les entreprises. Et donc, nous, on veut dire, parce que vous devez, ils n'ont pas le choix. Il faut maintenant investir dans un mode de production durable. Nous, on va prévoir un système où vous ne devrez pas payer de taxes à ce niveau-là, pour justement faciliter. Moi, ce que j'observe, c'est que de l'autre côté des autres partis, eux, ils ont une vision plus, non, on va contraindre, on va punir, on va taxer. Mais comment est-ce que vous voulez qu'une entreprise qui actuellement pollue, et il y en a je ne sais pas combien, investisse pour diminuer sa pollution, pour être plus durable, si on commence à la taxer? En fin de compte, c'est aller chercher de l'argent là où, en fin de compte, il devrait vraiment être réinvesti pour pouvoir devenir plus durable. Et il va falloir, et là je vais parler encore de manière plus large maintenant, c'est dans le mode de production et notre système économique, c'est, si vous voulez, actuellement on produit, on consomme, on jette. Et maintenant il va falloir qu'on réfléchisse le système économique pour dire que non, quand vous produisez, le produit doit être conçu pour que, par exemple, les pièces soient détachables et que s'il y a un problème informatique, par exemple, on puisse changer une pièce et que tout ne valse pas à la poubelle, et que, par exemple, lorsque on ne sait plus le réparer, on puisse forcer les entreprises à, justement, le recycler. Et là, il y a un intérêt économique, il y a des nouveaux acteurs qui vont devoir émerger, et nous, c'est ce changement-là qu'on veut accompagner. C'est enfin, au lieu de taxer, nous, on veut libérer le potentiel pour justement accélérer ce changement. Là, on parle de ces nouveaux acteurs émergents. Je sais qu'au MR, vous avez beaucoup promu l'économie circulaire, la Smart Cities, la ville de demain. Qu'est-ce qui seraient les premières mesures importantes à faire pour encourager justement l'émergence de ces nouveaux acteurs en région bruxelloise, Clémentine Barzin? C'est vrai que nous, on veut promouvoir donc, ces nouveaux gisements que sont l'économie numérique collaborative et l'économie circulaire, donc qui est basée aussi sur le recyclage. Il faut savoir qu'Agoria prévoit que d'ici à 3 ans, en fait, cette nouvelle économie, l'économie collaborative, demandera 30 000 personnes, 30 000 emplois. Et donc il faut absolument préparer aujourd'hui aussi notre jeunesse à se former pour ces métiers du numérique. Alors, je voudrais juste rappeler une mesure qu'a déjà prise le gouvernement fédéral. Depuis 2018, on peut, en tant que travailleur associatif ou travailleur indépendant, je pense à l'économie collaborative, travailler jusqu'à 6 000 € par an qui sont non taxés. Donc ça fait 500 € par mois non taxés, ça permet d'avoir une petite activité complémentaire et puis aussi de se donner envie, peut-être à un moment, d'aller un peu plus loin dans l'entrepreneuriat, dans le métier d'indépendant. Alors moi je prends aussi comme exemple souvent, et on est bien placé ici pour le savoir, un exemple comme Molen Geek, qui est un centre qui à la fois forme au métier du numérique et aussi à l'entrepreneuriat, pour des personnes qui au départ n'ont pas forcément de grande formation, et ils apprennent sur place, ils apprennent aussi à créer leur propre entreprise. Et donc c'est vraiment ce genre de secteur qu'on doit aujourd'hui favoriser. On veut aussi consolider les startups, comme l'a dit Valérie, et ça repose aussi sur des financements adéquats, pour qu'aujourd'hui on puisse consolider aussi l'activité en région bruxelloise et favoriser tous ces secteurs émergents. Alors Valérie Elini, on approche de l'échéance du marché numérique unique à l'Union européenne. Quelles seraient vos positions? Parce que le groupe libéral va grandir exponentiellement vu les
apports du parti de Macron qui devrait normalement se positionner dans votre groupe politique. Donc vous allez avoir un poids supplémentaire face aux deux géants que sont d'un côté les socialistes puis le PPE. Qu'est-ce que pour vous, vous allez avancer? Donc il y a Startup Europe, il y a plusieurs pierres qui ont été mises. Comment vous voyez la construction de ce marché numérique qui inclut aussi peut-être l'émergence de la fameuse taxe GAFA? Est-ce qu'on va la faire juste au niveau des pays ou est-ce qu'on va l'élargir au niveau européen? Oui, donc en effet, vous l'avez souligné, on espère bien, avec l'arrivée de députés issus de la liste Renaissance d'Emmanuel Macron, augmenter notre poids numérique et politique au sein du Parlement européen et mettre fin à cette espèce d'entente entre les socialistes et les conservateurs qui se partagent les postes et qui font des marchandages au niveau des priorités, ce qui nous empêche de mener une véritable politique visionnaire à long terme. Et donc le marché du numérique sera en effet une priorité pour nous. On espère bien obtenir suffisamment de soutien pour obtenir cette fameuse taxe GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. L'idée étant d'obtenir de faire en sorte que les multinationales payent un impôt juste. Il n'est en effet pas normal qu'une entreprise dans l'Union européenne soit taxée à hauteur de 23% en moyenne, alors que les GAFA, c'est 9%. Ça, c'est inexplicable pour le citoyen. Alors, on sait que les matières fiscales sont régies par la règle de l'unanimité, et donc il faudra être créatif en la matière et peut-être prévoir une coopération renforcée. En tout cas, le fait que la France est en train de mettre en place cette taxe pourra servir d'effet de levier probablement. Et puis, il faut bien dire que ce renforcement apporté par les députés français nous permettra aussi probablement d'aller plus loin en matière d'intégration européenne. Comme vous le savez, nous sommes en faveur de listes transnationales et nous avons d'ailleurs sur notre propre liste, notre numéro 3, c'est Nicolas Barnier, qui vient de La République En Marche. Hein, et donc on espère avoir également... Le commissaire exactement, qui s'occupe du Brexit. Exactement. Et donc on espère bien avoir également une opportunité pour pousser cette priorité. Pour nous, nous avons également une équipe de Spitzencandidats, donc on a une Spitzenteam dont nous sommes très fiers parce que, à l'inverse de ce que font les socialistes ou les conservateurs, nous n'avons pas choisi une seule personne pour une seule fonction, mais nous avons une véritable équipe avec 5 femmes et 2 hommes qui représentent un équilibre nord-sud, est-ouest. L'idée étant de choisir la meilleure personne pour la meilleure fonction. Et donc on espère, avec ces deux priorités, et cette priorité en particulier de liste transnationale, arriver à créer un véritable sentiment d'appartenance européen, une véritable identité européenne et surtout une circonscription européenne, grâce à laquelle les députés européens ne représenteront plus uniquement leur intérêt national, voire régional, mais véritablement l'intérêt européen. Alors vous avez parlé de Spitzenkandidat. Donc juste une petite précision là-dedans, parce qu'il y a une polémique qui commence à s'installer au niveau du PPE et du Conseil de l'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas trop en faveur de nommer le Spitzenkandidat qui va donc sortir des grands partis. Qu'allez-vous réagir? Comment le Parlement va faire? Parce qu'à un moment donné, il va falloir approuver les nouvelles têtes de l'exécutif qui vont complètement être renouvelées tant au Conseil qu'à la Commission. Oui. Mais je pense que la priorité des priorités, c'est rendre le système le plus démocratique possible. Donc ça passe aussi par un renforcement des pouvoirs du Parlement européen qui est, après tout, vous et nous. Donc les députés européens représentent directement les citoyens. Donc ça passe aussi par un renforcement du contrôle parlementaire, les check and balance, le contre-pouvoir qui sont une priorité traditionnelle des libéraux. Je pense par exemple à donner l'initiative législative au Parlement européen, mais aussi renforcer les commissions d'enquête. Je ne sais pas si vous êtes au courant de vraiment l'absence de pouvoir réellement coercitif du Parlement européen lorsqu'il crée une commission d'enquête. C'est très difficile d'obliger un commissaire ou un tiers de venir au Parlement européen pour rendre des comptes. Et donc nous estimons qu'il faut à tout prix renforcer le pouvoir du Parlement à cet égard pour qu'il ait les mêmes compétences qu'un Parlement national, de façon à pouvoir réaliser un véritable contrôle de l'exécutif.
Alors revenons un peu à la mobilité pour le fédéral, parce que le fédéral est quand même coordinateur, il y a la SNCB, le train, beaucoup de partis, on entend beaucoup sur la gratuité de ces transports pour balancer, pour balancer donc, le fait de leur utilisation. On critique aussi beaucoup sur le RER et les avancées du RER, par exemple. Est-ce que vous pouvez un peu remettre les pendules à l'heure? Avec plaisir. Alors, et quelles sont vos positions vis-à-vis de... Oui, la gratuité, pour moi, ça c'est vraiment l'exemple ultime de la fausse bonne idée. Donc, pourquoi? Parce que on est face à un enjeu majeur qui est de dire qu'il faut réinvestir massivement dans les transports en commun. Donc, comme Clémentine a dit, notamment dans le métro, ça va coûter ça a un coût évidemment, que nous on est prêt à le mettre parce qu'on est conscient de nouveau qu'il faut d'abord des alternatives pour faciliter le changement et donc que les gens abandonnent petit à petit leur voiture pour prendre par exemple le métro. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait des alternatives. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que par exemple, par exemple si on prend Bruxelles, il y a certains quartiers, par exemple au nord, qui n'ont toujours pas accès à ce métro dont on parle tant. Il y a des quartiers dans le sud qui n'ont pas non plus accès au métro. Donc, en tout cas, c'est pas facile de se déplacer. Donc, venir maintenant, alors qu'on va devoir investir encore énormément d'argent pour développer des solutions, venir avec l'idée de la gratuité, moi je ne comprends pas. Surtout que sachant quand même qu'il y en a beaucoup, c'est les entreprises qui payent les abonnements, ce ne sont même pas eux, et que, à ma connaissance, le coût d'un abonnement à la STIC, par exemple, annuel, reste quand même moins cher qu'une voiture, si vous devez comprendre l'achat, les assurances, le contrôle technique, le prix des carburants qui est en plus en train d'augmenter, le temps que vous passez dans des embouteillages. Donc, je veux dire, c'est très bien et je comprends. Je veux dire, s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer et qui doivent bénéficier de la gratuité des transports en commun, ça existe, hein, au CPS. Il y a déjà des solutions qui sont présentes. Mais maintenant, de juste dire on va mettre la gratuité pour que les gens se déplacent plus facilement, je ne pense pas que c'est ça le premier problème. Le premier problème, c'est d'abord avoir les alternatives pour pouvoir justement se déplacer. Donc si on fait juste la gratuité mais qu'il n'y a toujours pas un métro à côté de chez soi, je ne vois pas ce que ça changera dans la vie de la personne. Donc pour moi ça c'est vraiment l'exemple de la fausse bonne idée, mais c'est très sexy, hein. Ils ont énormément de mesures très sexy mais qui dans la pratique ne vont pas changer grand chose. Nous on préfère être plus réaliste et vraiment aller là où il faut changer. Et donc comme Clémentine a dit, c'est d'abord des alternatives. Donc on finance d'abord ça. Alors la mobilité, l'espace public, c'est aussi la mobilité de chacun. Vous avez beaucoup milité et travaillé sur la place de la femme dans l'espace public, avec même des cours de self-défense, de Krav Maga. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que tout le monde, et surtout les femmes, se sentent bien à circuler à Bruxelles? Donc en fait, pardon, vous avez totalement raison. La liberté de circuler et de circuler en toute sécurité, c'est un droit fondamental aussi. Et aujourd'hui, il est vrai que des femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, craignent, avant de sortir sur l'espace public, craignent pour leur sécurité. Et ça ne va pas. Donc il y a quelques mesures qui sont à mettre en avant, que ce soit la présence de caméras de surveillance renforcées, que ce soit aussi un éclairage public amélioré. Et puis c'est aussi faire connaître la loi de 2014 qui sanctionne le harcèlement de rue et qui donc permet aux femmes de se présenter à un commissariat en disant qu'elles ont été victimes et donc de porter plainte. Et donc ça c'est très important aujourd'hui de favoriser la connaissance de cette loi, d'encourager aussi les commissariats et les services de police à bien prendre en charge ce type de situation pour, à un moment, atténuer, voire mettre fin à ces phénomènes qui enferment totalement les femmes dans certains quartiers. Donc ça, c'est vraiment aussi une priorité, c'est une question de liberté. Alors, l'égalité homme-femme est je dirais, un étendard de l'Union européenne, c'est une des grandes politiques de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'au niveau européen, de un, on peut
soutenir les initiatives justement de lutte contre le harcèlement, mais aussi d'aller peut-être un peu plus loin au niveau de l'égalité homme-femme, sur les salaires par exemple. L'Europe a beaucoup travaillé. Oui, je pense que le courant qui est le plus inquiétant pour le moment au sein de l'Union européenne est un courant qui vient de certains pays dans lesquels on voit une résurgence des conservatismes réactionnaires avec un remplacement de la question d'égalité homme-femme par la complémentarité. Et ça m'inquiète énormément, avec des politiques natalistes assez agressives, avec une remise en question quelquefois du droit à l'avortement ou une complication matérielle qui fait que certaines femmes ne peuvent pas finalement, n'ont plus le droit à l'avortement. Alors, simplement au niveau européen, on doit être extrêmement attentif à ça et prévoir un mécanisme d'évaluation constante de la situation dans les États membres. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec un mécanisme permanent de monitoring de l'état de droit, qui est un dossier qui a été porté par Louis Michel au Parlement européen, par Didier Reynders au Conseil. L'idée étant d'inclure aussi la question de genre dans ce mécanisme de monitoring. Alors, l'égalité homme-femme, ça passe aussi par la représentativité des femmes, par leur rôle modèle qu'elles peuvent avoir. Et là, évidemment, il faut bien faire le constat qu'on n'est pas très loin. Donc, juste par exemple, au niveau de la présidence du Parlement européen, on a eu 2 femmes jusqu'à présent. Dans les instances comme la Commission européenne, il faut savoir que nous avons un bon bilan puisque 4 des 5 commissaires européens libéraux sont des femmes, mais ce n'est pas le cas par exemple pour les autres groupes politiques. Et puis alors il y a toute une série d'instances économico-financières où là il y a une sous-représentativité féminine. Je prends l'exemple de la Banque Centrale Européenne où seulement un membre du conseil exécutif sur 5 est une femme. Et donc nous, dans notre programme, nous allons encourager les États membres à présenter des shortlists avec au moins une femme pour les instances, pour les top jobs en matière économique et financière. Alors, une commissaire du digital libéral néerlandaise avait lancé l'initiative Coding for Girls, parce que justement on s'était rendu compte que beaucoup de femmes n'étaient pas attirées pour x, y raisons, et parfois c'est plus des obstacles éducationnels, de se lancer dans les carrières justement de l'informatique. Allez-vous poursuivre ça, amplifier ça, peut-être développer un programme? Vous avez parlé d'Erasmus, peut-être un Erasmus pour les girls dans le coding, je ne sais pas. Il y a bien un Erasmus pour les entrepreneurs. Donc, Absolument, pourquoi pas. Ce sont des lignes directrices que nous pouvons certainement promouvoir. Je pense aussi à tout le domaine en effet Erasmus, mais aussi les formations continuées. On se rend compte que la plupart du temps, les femmes sont très qualifiées, donc elles participent aux études universitaires, elles ont une série de diplômes, et puis on se rend compte qu'ensuite arrive le moment de fonder une famille et elles ne bénéficient plus de leur valeur ajoutée initiale, donc avec une série de diplômes, et elles disparaissent un peu du monde professionnel ou n'osent pas saisir les opportunités qui se présentent à elles parce que c'est difficile de concilier vie privée et vie professionnelle. Et donc à cet égard, je pense que nous devons pousser pour avoir cette directive et pousser pour une application la plus ambitieuse possible de la directive sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et donc là, ça c'est vraiment quelque chose que nous pouvons décider au niveau européen. Alors Jérémy Van Gorp, j'ai vu que sur la liste du MR, vous avez le premier ou la première députée transgenre qui se candidate. On a eu beaucoup de cas d'homophobie, le vivre ensemble est très malmené ces derniers temps. Depuis déjà les attentats de 2016, on voit des actions homophobes, des propos, la parole un peu raciste et homophobe, c'est un peu libérée, surtout sur les réseaux sociaux. Quels sont pour vous les moyens de lutter contre ça au niveau du gouvernement fédéral? Alors, moi je vais être très clair, c'est tolérance zéro par
rapport à toute forme que ce soit de discrimination ou d'actes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, d'homophobie. Pour moi, c'est tolérance zéro. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des lois et qu'il va falloir les faire respecter, qu'il va falloir faciliter aussi le fait de pouvoir plus facilement accompagner ceux qui veulent dénoncer des cas comme ça, parce que parfois ça peut être pour certains difficile d'aller et de porter plainte. Et c'est surtout continuer à conscientiser et essayer de... Là, il faut je pense que le politique a aussi un rôle à jouer, c'est d'essayer de calmer les esprits par rapport à une certaine radicalité qui est en train d'émerger, mais pas qu'en Belgique, je veux dire, ça, on le voit partout en Europe, et qu'il faut revenir à nos fondements, à qui on est réellement. C'est quand même nous qui sommes aussi en grosse partie les auteurs des droits de l'homme, je veux dire, lutter contre toutes ces formes de racisme, de xénophobie, c'est aussi qui on est en tant qu'Européens, en tant que Belges, et je pense qu'il faut revenir à ces éléments-là. Et donc, je répète, c'est tolérance zéro. Pour moi, parce qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut rajouter, c'est peut-être dans le cas de l'intégration pour les cas de racisme, etc. Il faut être clair que comment est-ce que vous pouvez demander à des gens de s'intégrer dans une société si ils sont confrontés systématiquement à une discrimination, s'ils sont confrontés à des actes de racisme? Je ne connais personne qui a la force, s'il est confronté à cela tous les jours, de pouvoir réellement continuer à faire tous les efforts pour essayer de s'intégrer comme donc nombreux demandent. Donc il faut faire. C'est pour ça que j'appelle à énormément de personnes qui ont des discours très violents à réfléchir un tout petit peu plus loin, parce que comme vous dites, le vivre ensemble, ce n'est pas juste demander à certains de s'intégrer par exemple, c'est aussi de faire en sorte que nous, on accepte leur intégration. Et dans le cadre par exemple du racisme, pour moi, un des gros problèmes de l'intégration, ça reste encore des actes de racisme. Ça peut être tout simple, comme par exemple une réflexion, rentre chez toi, ou qu'est-ce que tu fais ici, ou ça peut être par exemple la manière dont vous regardez parce qu'il a une autre couleur et qu'il ait un entretien d'embauche. Mais pour moi, de nouveau, ça doit être tolérance zéro. Et comment pouvons-nous faire, parce que justement vous avez parlé de discrimination à l'embauche, il y a eu ce fameux cas avec Cécile, Samira Cécile. Est-ce qu'on doit être plus proactif justement envers les employeurs, peut-être leur apprendre, les ouvrir plus à la discrimination? Comment on lutte contre ce genre de discrimination à l'emploi qui est une discrimination moins violente, je dirais, qu'une insulte dans la rue ou des propos racistes? Pour moi, c'est une sensibilisation qui doit se faire à tous les niveaux, parce que, je veux dire, les personnes qui discriminent à l'embauche, ça veut dire que c'est un acte qui est individuel, donc c'est eux qui décident de ne pas prendre une certaine personne par rapport à son origine, par rapport à sa couleur de peau. Et donc, oui, évidemment, il faut aller sensibiliser, il faut réfléchir au cadre légal aussi pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner pour justement éviter qu'il y ait des cas de discrimination, ou du moins de le rendre encore plus difficile, les cas de discrimination à l'embauche. Mais pour moi, je ne séparerai pas les actes qui peuvent paraître très simple dans la rue, par exemple les petites réflexions, à une discrimination d'embauche. Pour moi, c'est un tout, et je n'exclurai pas non plus que la personne qui discrimine à l'embauche ne fasse pas également ces réflexions dans la rue. Donc pour moi, la sensibilisation, elle doit être globale, et elle doit commencer d'ailleurs depuis le plus jeune âge. Alors nous arrivons à la conclusion de ce débat. Ici, c'est la télévision al-Mouatin, donc derrière moi, qui veut dire le citoyen en arabe. Et le but, c'est justement cohésion sociale, vivre ensemble. Vous avez des très beaux mots derrière vous qui caractérisent notre chaîne. Alors Clémentine Barzin, Bruxelles est quand même l'exemple type du vivre ensemble. Et il a été aussi malmené. C'est quand même Bruxelles qui a pris les attentats, puis tout ça. Quelle est pour vous, dans votre vision de 2030, le Bruxelles de demain? Comment allons-nous reconstruire ce vivre ensemble, peut-être se faire ensemble un peu plus? Ouais, tout d'abord, je partage ce que vient de dire Jérémy Van Gorp. Je voudrais aussi ajouter que le fédéral a fait passer, lors de ce gouvernement-ci, les Mystery Calls. Et donc, ça permet aussi de tester les entreprises. Ces dimensions-là, ces engagements-là ont été suivis des faits.
Et l'Union des classes moyennes, qui représente les PME, a elle mis en place un module assez intéressant aussi, où les recrutements se font par un intermédiaire. Et donc les CV sont envoyés sans qu'il y ait aucune connotation. Voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui permettent de garantir aussi une ouverture totale et l'égalité des chances aussi dans l'accès à l'emploi. Alors, pour la question de la citoyenneté, je vais souligner que voilà, le MR aussi, par l'intermédiaire de Richard Miller, a été à l'initiative du cours de citoyenneté qui aujourd'hui est d'application dans de nombreuses écoles et qui permet de se former et d'être à l'écoute des valeurs fondamentales qui nous unissent et aussi de se poser des questions critiques, parce qu'aujourd'hui on sait aussi que le monde est rempli d'informations dans tous les sens, parfois vraies, parfois fausses, et c'est très important d'exercer son esprit critique. Et moi j'espère aussi qu'on puisse renforcer ce cours de citoyenneté, l'élargir également pour qu'il puisse un maximum permettre l'évolution et la structuration de l'esprit de la jeunesse en général. Et puis nous sommes également pour un service citoyen qui permette à des jeunes entre 18 et 25 ans de s'impliquer dans des projets d'utilité publique pour aussi s'impliquer dans la société. Il serait obligatoire ou À ce stade, il n'est pas obligatoire. Il fait l'objet de projets pilotes en Wallonie, par exemple, et ça fonctionne plutôt bien. Il faut voir un peu les modalités. Je trouve que l'idée, en tout cas, est intéressante pour aider la conscientisation, l'échange, pour montrer aussi l'importance de s'impliquer, de contribuer à la société. Donc ces choses, je pense, peuvent améliorer les connexions entre personnes, améliorer le sentiment d'avoir une place dans la société pour tous les jeunes, mais pour tout le monde ici, y compris en région bruxelloise. Alors, l'Europe est aussi un peu le vivre ensemble. Lui, il a été malmené pour d'autres raisons. On a vu la crise grecque, c'est pendant cette législature qui a quand même rendu des gens foncièrement européens en plus anti-européens, entre guillemets. Est-ce que c'est la voie à suivre? Est-ce que c'est ça l'image qu'on doit donner de l'Europe? Valérie, qu'est-ce que vous allez mettre sur la table justement peut-être pour changer ce tir un peu l'Italie aussi a été abandonnée par la crise des migrants. Oui, plusieurs îles grecques sont débordées d'arrivées et personne ne prend 2-3 par-ci. Dans le nord, on prend 2-3, une dizaine de migrants, mais on ne soulage pas vraiment ces pays-là qui du coup votent assez populistes, on peut le voir. Oui, tu l'as dit, le vivre ensemble a été affaibli au niveau européen, notamment par les pays Visegrad qui ont refusé de prendre leur part dans la gestion des flux migratoires lors de la crise de 2015, au nom d'une homogénéité ethnique ou religieuse. Bon, c'est évidemment inacceptable, parce que Jérémy l'a rappelé, l'Union européenne, elle s'est construite sur un socle de valeurs, parmi lesquelles le respect de la Convention de Genève qui protège les personnes qui sont victimes de persécutions en raison de leur religion, de leur origine ethnique ou de leurs opinions politiques. Donc c'est capital, nous ne devons pas y renoncer. Alors, comme on ne peut pas non plus renoncer à d'autres valeurs comme la liberté d'expression, comme l'égalité homme-femme, on en a parlé, la liberté de la presse. Alors, au niveau européen, nous avons déjà un outil qui nous permet de lutter, donc on parlait de vivre ensemble, de lutter contre les discriminations. Et donc c'est un outil capital, mais qui a tendance à être mis sous la table parce que c'est une directive qui a été présentée par la Commission européenne en 2008, pour laquelle Louis Michel s'était énormément battu, la directive antidiscrimination, qui prévoit notamment, qui oblige les États membres à lutter contre les discriminations dans toute une série de politiques, par exemple l'accès au logement, l'accès à l'emploi, pour les personnes d'origine allochtone, pour les personnes handicapées. Son champ d'application est extrêmement large. Et là, je vous invite vraiment à vous renseigner sur quelles sont les partis qui bloquent cette directive depuis 2008, notamment les chrétiens démocrates, avant d'aller voter le 26 mai. Alors, tu évoquais la question migratoire. Au Parlement européen, nous avons réussi, avec une majorité des 2/3, à réformer le règlement de Dublin, donc qui prévoit la répartition des responsabilités pour les demandes d'asile. On pense que c'est tout à fait possible de le faire et de répartir
équitablement les responsabilités. Il n'est en tout cas pas normal qu'il y ait à peu près 5 États membres qui prennent en charge la majorité des demandes d'asile. Et donc nous sommes convaincus qu'il faut revoir le règlement, qu'il faut mieux répartir les responsabilités. C'est au Conseil maintenant de faire le travail, nous l'avons fait. Et puis bien sûr, il faudra également mieux partager les responsabilités pour le contrôle des frontières extérieures, notamment avec le Corps européen de garde aux frontières, dont nous espérons qu'il recevra le staff, le personnel, le budget et également les équipements nécessaires pour mener à bien ses missions. Je voudrais vous remercier, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup Clémentine Barzin, merci Valérie Cligny et merci Jérémy Wenger pour cet intéressant débat et surtout merci à nos téléspectateurs et à très bientôt pour une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019. Au revoir.